spectre hante le monde, et cette fois-ci, ce n'est pas une idée révolutionnaire, c'est un animal d'un 10 millième de millimètre qui s'appelle H5N1. C'est un virus qui a déjà tué de nombreux malades et qui représente un risque considérable en cas de mutation. Une mutation que tout le monde scientifique s'accorde à reconnaître comme très probable. Mais notre but n'est pas d'agiter ce spectre pour effrayer la population. Au contraire, nous voulons faire de ce DVD un outil de connaissance simple, compréhensible et le plus complet possible. Nous sommes ici dans le salon de l'Académie de médecine de Paris, en compagnie de François Bricaire et Jean-Philippe de Rennes, qui sont tous les deux chefs de service à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Ils viennent de publier un livre, Pandémie, qui traite de la grippe aviaire sous tous ses aspects et qui va nous servir de guide au cours de cette conversation pédagogique. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Bricaire. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un virus. Alors un virus, c'est un tout petit élément, un micro-organisme qui se développe et a besoin de cellules humaines pour se développer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il entre dans un organisme, il va aller s'installer à l'intérieur, entrer dans les cellules et utiliser la cellule de l'organisme qu'il contamine pour se développer. C'est une structure, comme vous l'avez dit, extrêmement petite, qui est constituée essentiellement par un acide ribonucléique ou un acide désoxyribonucléique et qui s'intègre à l'intérieur du système cellulaire. C'est quoi la différence entre un microbe et un virus? Alors, un virus fait partie des microbes, et dans les microbes, il y a des virus, des bactéries, et si on veut élargir un petit peu, on introduit dans les micro-organismes à la fois les parasites et les levures, c'est-à-dire les champignons. D'accord. Pourquoi il est méchant, le virus? Alors le virus est plus ou moins méchant. Il fait partie de ces structures qui vivent aux dépens de l'organisme, avec par conséquent, théoriquement, un besoin d'y rester. Et donc un besoin, si on veut être un peu finaliste, de ne pas tuer l'organisme qui l'héberge. Donc autrement dit, de pouvoir continuer à survivre. Et malheureusement, peut-être, dans certaines circonstances, il devient tellement pathogène, virulent, parce que, utilisant trop l'organisme qui l'infecte, qu'il devient à ce moment-là toxique et qu'il entraîne éventuellement un décès du sujet qu'il contamine. Alors la cellule est transformée par le virus et devient comme une usine à fabriquer des virus dans certains cas? Oui, absolument, car justement l'objectif du virus étant finalement un parasite de la cellule est de prendre la cellule en otage et de faire en sorte d'utiliser les capacités de la cellule pour fabriquer de nouveaux virions, on dit les petits virus. Qui vont sortir de la cellule et se répandre. Alors les virus qui sont ainsi créés vont sortir de la cellule et aller vers d'autres cellules pour à nouveau contaminer, entrer, parasiter et faire à nouveau de nouveaux virions. Et c'est comme ça que l'infection se développe. Et il y a des virus qui empêchent la cellule de se suicider. Alors, dans certaines circonstances, oui, la capacité de certains virus va entraîner une réduction de la capacité de la cellule à se développer, ou alors le contraire, c'est-à-dire empêcher que la cellule ne meure, et c'est même certains virus qu'on appelle oncogènes, qui vont entraîner un développement immortel de la cellule. C'est le début de la cellule cancéreuse. On va demander à Jean-Philippe de Rennes ce que c'est qu'une grippe. D'où vient le mot déjà? Le mot grippe vient d'un mot francisque, hein, c'est-à-dire la langue qui sort des Francs, et c'est grippe qu'on a dans agripper. C'est quelque chose qui agrippe, qui se jette sur le sujet qui est atteint, et ça fait donc référence à la brutalité du début clinique d'une grippe, qui est que quelques jours, en général 2 ou 3 jours après avoir été infesté par le virus, survient une période clinique qui est caractérisée
par une grande fièvre, un frisson, des douleurs, mal à la tête, des douleurs musculaires, etc., et qui se résout en quelques jours et qui guérit également en quelques jours dans les formes normales. Alors, elle est due à quoi, cette grippe? Alors, on sait depuis 1933 que, au lieu d'être bactérienne, la grippe est d'origine virale. En 1933, on a découvert la première catégorie d'agents grippaux qui sont les virus A. Ensuite, il y a eu des virus B puis C qui ont été identifiés. C'est donc une infestation par des virus qui sont des virus grippaux humains. Alors, le mot influenza est l'autre mot, parce que c'est un mot qui vient non pas du francisque, mais qui vient de l'italien, et qui est influenza, ce qui veut dire influence. Alors c'est influenza d'Alfredo, influence du froid, influence des astres, influence de toute une série de facteurs, et qui correspond en fait à l'ancienne conception des maladies, qui était une conception environnementale. C'est-à-dire une conception qui était basée sur l'idée que dans certains lieux, il y avait des lieux qui étaient bénéfiques et des lieux qui étaient maléfiques, et que dans les lieux maléfiques, il y avait des miasmes dans l'air, et que l'air était corrompu, et donc il y avait une influence du froid, il y avait une influence aussi d'autres facteurs, d'où le mot influenza, qui est le mot d'ailleurs le plus utilisé, qui est le mot utilisé en général dans la littérature anglo-saxonne, bien que le mot grippe existe également en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit H5, N1, N7, ça correspond à quoi, tous ces lettres? Alors, puisqu'il y a 3 catégories de virus, on va mettre déjà de côté le virus C. Le virus C donne essentiellement des rhumes, et en dehors de ça n'est pas très important, n'a jamais créé de vraies maladies sévères. Donc aujourd'hui, c'est un virus bénin parmi d'autres. On a le A et le B qui sont... Voilà, il y a le A et le B. Alors le B donne des grippes telles qu'on vient de les décrire, mais n'a jamais donné ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire une épidémie grippale sévère. Alors sur les virus A, qui sont donc ceux dans lesquels se trouvent les formes graves, les virus A sont caractérisés par un certain nombre d'acides ribonucléiques dont on parlait tout à l'heure, il y en a 8, et autour, il y a une enveloppe, et sur cette enveloppe, il y a 2 glycoprotéines particulièrement importantes. Une qui est l'hémagglutinine, c'est celle qui fait que le virus s'accroche sur la cellule, qu'on appelle donc H, et l'autre qui est la neuraminidase, qui est celle qui fait que lorsque les virions se sont multipliés, eh bien, on puisse casser et couper l'attache cellulaire et que ça puisse être libéré. C'est le N. Il y a 16 hémagglutinines actuellement identifiées et 9 neuraminases. Il y a donc tous les virus A vont être caractérisés par un H et un N. Donc on aura H1 et N1. Donc on a donc au maximum 144 possibilités. 144 possibilités. Au maximum. Ce qui ne veut pas dire qu'on a identifié 144 sur ces 44, familles. On en a identifié combien? Une trentaine, une vingtaine? Alors, ça, je ne pourrais pas dire exactement. C'est parce que, pour la raison suivante, c'est que les virus A sont essentiellement des maladies de l'oiseau. Ce sont ce qu'on appelle des virus aviaires. Et seul un tout petit nombre est humanisé, c'est-à-dire a pénétré chez l'homme. Et actuellement, sont virus humains H1N1, H1N2, H2N2 et H3N2. Donc actuellement, il y a 4 virus qui sont considérés comme les virus de la grippe humaine, en sachant que les plus fréquents, et c'est sur leur présence que l'on base les vaccins, c'est H1N1 et H3N2, qui sont apparus, semble-t-il, chacun à l'occasion d'une pandémie. Et le fameux H5N1, il est aviaire? Il est actuellement aviaire. Il a, par rapport au virus aviaire, une particularité, c'est qu'il a été capable d'infester aujourd'hui officiellement 138 personnes, enfin de faire 138 cas de maladies reconnues, identifiées, prouvées, et de tuer à ce jour 71 personnes. Donc par rapport aux autres virus aviaires, c'est une originalité, et c'est d'ailleurs la base de cette originalité qui crée la crainte
actuelle que l'on a, qu'ils deviennent d'aviaire, qu'ils passent humains. Et comment la grippe s'attrape? Alors, la grippe humaine se transmet par voie respiratoire. C'est le mode de transmission le plus habituel de la grippe, c'est-à-dire qu'à partir des virus qui sont présents dans la salive d'un individu infecté par les postillons, qu'on appelle les gouttelettes de Pflug, on va transmettre à un individu qui est en face de vous je vous parle le virus. Et je vous passe la grippe là en ce moment, je suis en train de vous passer la grippe. Tout à fait possible. Donc il y a une question à la fois de distance et de capacité de projection du virus par la salive, ce qui veut dire que dans une conversation, effectivement, il y a un risque, la respiration est un risque, et bien entendu, la toux et l'éternuement encore davantage va projeter beaucoup plus loin des virus, des particules virales pour aller contaminer quelqu'un qui est près de vous. Et il y a des gens qui résistent plus que d'autres? Alors, il y a deux remarques qu'on peut dire à propos de cette question. Premier point, c'est vrai, on est tous inégaux devant la maladie, et en particulier en maladie infectieuse, c'est vrai, certains sujets se défendent mieux que d'autres. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut avoir des anticorps parce qu'on a connu un virus assez proche et qu'il reste un certain degré d'immunité. Ceci étant dit, l'immunité vis-à-vis de la grippe est une immunité très spécifique vis-à-vis de la souche virale concernée. Dans le cadre des changements qu'a évoqué M. de Rennes, les mutations du virus font que l'organisme réagit spécifiquement contre le mutant ou le variant viral qui est circulant. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Et encore une fois, revenons à l'étymologie, c'est pratique. Vaccin, ça vient de vaca, la vache. C'est-à-dire que c'est un produit qui est tiré d'une vache qui est atteinte par une maladie proche de la variole humaine. Donc la première inoculation contre la variole ayant été une des très grandes tueuses dans l'histoire de l'humanité, dans notre culture, provient de la vache. C'est un Anglais qui s'appelle Jenner, qui juste dans les dernières années du XVIIIe siècle a mis au point cette méthode. Il faut voir qu'auparavant, il y avait déjà des méthodes qu'on appelait l'inoculation, et qui permettaient, à partir de produits tirés des pustules de la variole, de diminuer la fréquence et la gravité de cette maladie. Comment ça se passait, l'inoculation? Alors, il y a eu manifestement de nombreuses méthodes, celle que nous, en particulier une qui était antique et qui était en Chine, celle que nous connaissons étaient essentiellement des injections intraveineuses de produits varioleux qui se faisaient dans différents points de l'organisme. On allait chercher du pus chez les malades et on l'injectait dans le sang des bien portants pour les... C'est ça, des enfants. Des enfants pour empêcher la survenue de la variole qui était à ce moment-là, selon les époques, la variole a touché 10 à 30% de la population. Et ça on l'avait fait aussi en Chine bien avant en fait, oui. La vaccination, enfin l'inoculation. Oui, l'innoculation ou la vaccination? Alors c'est l'inoculation, parce que la vaccination en tant que telle provient d'une maladie de la vache. Ça ne vient pas de la maladie humaine, c'est une maladie proche. D'accord. C'est d'ailleurs assez intéressant d'un point de vue intellectuel de se dire qu'on prend une maladie d'un animal et qu'on empêche la survenue d'une maladie humaine avec des éléments provenant d'une maladie d'un animal. Il y a quelque chose je ne sais pas si aujourd'hui on oserait faire des choses pareilles. Et aujourd'hui, on continue d'utiliser cette méthode, d'aller chercher sur la vache les... Oui, ça reste la méthode, en sachant que, grâce à ça, la variole est officiellement éradiquée de la surface de la Terre. Or, si on prend l'histoire des grandes épidémies et des grandes pandémies, la variole a été une maladie terrifiante. Elle a exterminé des peuples entiers. Donc la variole, c'est la première victoire de la médecine contre l'épidémie, contre les épidémies. C'est la première vraie prévention contre une maladie
infectieuses et surtout contre ce qu'on pourrait appeler les pandémies, c'est-à-dire ces grandes épidémies de maladies que l'on ne peut pas traiter vraiment, contre lesquelles on n'a pas un vrai traitement. C'est ce qui s'est passé avec le virus de la variole, qui est un virus humain. C'est aussi ce qui se passe, par exemple, ce qu'on essaie de faire avec la poliomyélite, qui est un virus humain. En revanche, quand on parle de grippe, où on a un virus dont le réservoir est animal, et principalement aviaire, eh bien, il est illusoire d'essayer de vouloir éradiquer. On peut se protéger, on peut utiliser des vaccins, etc. Mais on ne peut pas, tout au moins au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'éradication complète de la surface du globe. Il faudrait pour ça contrôler absolument toutes les naissances d'oiseaux dans le monde. Et peut-être même davantage, parce que si l'oiseau est effectivement la source majeure des virus de grippe, vacciner les insectes, c'est pas le seul. Ouais. Le principe du vaccin, c'est de faire rentrer dans l'organisme des cibles immunitaires qui ne vont pas créer de maladie ou qui vont créer une maladie bénigne, de façon à ce que le système immunitaire reconnaisse, mette en mémoire et puisse reconnaître ensuite un nouveau venu qui aurait les mêmes caractéristiques immunitaires. Donc le problème du vaccin est lié à la particularité immunogène de certaines particules d'un virus, d'un microbe, etc. Et comment on sait que si on n'en met pas trop, si on ne rend pas malade, c'est une histoire de dosage qui s'est appris au fur et à mesure. C'est pragmatique, c'est effectivement. Dans l'histoire, ça s'est passé de façon pragmatique, puisque si on prend l'inoculation avait une mortalité d'environ 2%. Il est évident qu'aujourd'hui, si on proposait un vaccin avec une mortalité de 2%, on aurait quelques protestations. Un vaccin de grippe, il y a plusieurs vaccins de la grippe. Ça coûte cher à fabriquer ? Le prix de vente du vaccin, c'est 6,28 €. Donc je pense que le prix de fabrication doit être peut-être un tiers de ça ou la moitié de ça. Le problème du vaccin contre la grippe n'est pas un problème de coût. C'est un problème de capacité de fabrication. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un problème tout à fait différent. C'est-à-dire que si on veut vacciner contre la grippe la totalité de la population de la planète, il faudrait fabriquer tous les ans 6 milliards de doses. Aujourd'hui, on sait fabriquer 280 millions de doses de vaccins dits trivalents, puisque le vaccin contre la grippe usuel comprend un vaccin contre la grippe B et 2 vaccins contre la grippe A, un H1N1, un H3N2. Donc il faudrait avoir des capacités qui soient environ 25 fois plus importantes que celles qu'on a actuellement. C'est un problème de dimensionnement industriel. Donc c'est un problème de décision politique. Ça coûte de l'argent, mais ce ne sont pas des chiffres qui sont énorme, parce que vacciner, que ça coûte 3 ou 4 € par personne sur la planète, c'est beaucoup moins cher que beaucoup d'autres interventions thérapeutiques. Quand un vaccin échoue sur un virus, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'endurcir le virus ou même de le faire muter ou des choses comme ça ? Normalement, non. La capacité d'un vaccin, elle est purement d'obliger un organisme vivant à créer des anticorps pour neutraliser l'agent infectieux. Et on peut faire aussi une remarque qui est, on a des vaccins de qualité différente. On évoquait le BCG, qui est le vaccin antituberculeux, qui est un vaccin relativement médiocre. Et de façon générale, les vaccins qui sont dirigés contre des bactéries sont souvent des vaccins relativement moyens, sauf avec des moyens très modernes, comme le pneumocoque. Ou le méningocoque aussi, qui est proche. Mais en revanche, les vaccins qui sont dirigés contre des virus sont en général le meilleur vaccin. On a évoqué la variole, on évoque la grippe et on évoque la poliomyélite, qui effectivement était le deuxième objectif de l'OMS. Et on est presque arrivé à éradiquer la poliomyélite dans le monde. Malheureusement, et pour des raisons un petit peu délicates à expliquer, parce qu'elle repose surtout sur des problèmes d'ordre religieux, en Afrique, il y a eu des obligations de refus de vaccination. C'est ce qui s'est passé au Nigeria.
Et c'est très instructif parce qu'à partir du moment où on n'a pas pu vacciner toute la population dans cette partie du monde, il y a des foyers de poliomyélite qui se sont réallumés et qui se sont étendus dans d'autres pays du monde, ce qui fait qu'on a perdu de précieuses années, qu'il va falloir maintenant essayer de reconvaincre les gens de se faire vacciner dans ces zones géographiques pour tenter à nouveau d'éradiquer ce fléau qu'est la poliomyélite. De toute façon, il faut bien voir que l'accès aux soins dans le monde, concrètement, est réservé à une minorité. Ouais. Et que les grandes... Oui, alors je ne sais pas ce que c'est 20 ou 30% de la population mondiale, mais c'est vrai que tout le tiers-monde, toutes les grandes populations pauvres de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud échappent très largement à tout soin réel. Donc à plus forte raison, à toute vaccination. Il faut bien distinguer le H5N1, qui est un virus, comme on l'a dit, aviaire, qui est donc un virus animal et qui va entraîner une épidémie et éventuellement une pandémie chez les oiseaux. Donc une extension essentiellement par voie digestive chez l'oiseau. Les oiseaux se contaminent les uns des autres à partir de leur fiente, en absorbant par leur tube digestif essentiellement le virus, et d'ailleurs en créant des lésions chez l'oiseau, essentiellement au niveau du tube digestif, en même temps qu'il apparaît d'autres lésions au niveau du système respiratoire, au niveau du système nerveux, un état qu'on peut qualifier de septicémique qui aboutit à la mort très rapide des oiseaux qui en sont atteints. Alors, il y a très régulièrement des épidémies chez les oiseaux à partir de virus aviaires, que ce soit le H5 ou que ce soit des H7, on a vu circuler un certain nombre de virus, et selon l'agressivité de ces souches virales, il y a plus ou moins d'oiseaux infectés, plus ou moins d'oiseaux qui en meurent, en sachant qu'il y a des différences aussi de sensibilité de ces espèces d'oiseaux vis-à-vis du virus. Entre une mouette d'un côté et un pigeon de l'autre, il y a des différences de sensibilité. Entre un canard et un poulet, il y a une différence également dans le risque de voir la sévérité de l'expression de la grippe chez ces animaux. Alors pourquoi il y en a qui restent chez les oiseaux et d'autres qui arrivent à passer chez l'homme? Alors pour le moment, à partir de ce phénomène aviaire, de façon, je dirais, accidentelle, l'homme peut attraper le virus aviaire, mais uniquement au contact extrêmement proche avec des oiseaux qui sont malades. Ce sont des hommes qui s'occupent d'oiseaux malades et qui, au contact des plumes et surtout des fientes, vont se contaminer eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de précaution, ils ne portent pas de masque, ils n'utilisent pas de gants, et ces hommes qui sont là pour ou alimenter les volailles ou les tuer, les plumer, etc., vont pouvoir absorber une quantité importante de virus aviaire. Et si vous voulez, d'une certaine façon, il y a un franchissement de la barrière qui, normalement, ne devrait pas se faire. D'accord. Alors, justement, la grande crainte, c'est que le virus aviaire ne devienne capable d'agresser vraiment l'homme, de s'adapter à l'homme, de s'adapter aux récepteurs de l'homme, et à ce moment-là, de permettre une transmission qui soit interhumaine d'un homme à un autre. Alors, pardon, comment ça se passe, comment un virus mute? Alors, d'abord, il faut dire que les virus de grippe ont une capacité de mutation extrêmement grande. C'est un virus très instable, c'est un virus qui, quand il se multiplie, doit recopier son capital génétique pour aboutir à ces virions dont on parlait tout à l'heure. Or, le virus de la grippe, on peut dire, est un maladroit et n'est pas capable de recopier correctement, perpétuellement, son génome. À l'opposé d'autres virus qui recopient très bien, ce qui fait que le virus de la rougeole, par exemple, eh bien, il y a un virus de la rougeole et c'est perpétuellement le même, ce qui, en termes de vaccination, par exemple, ou en tous les cas d'études virologiques, facilite considérablement le travail. En revanche, pour le virus de la grippe, c'est pas ça, il se trompe tout le temps, et à force de se tromper, eh bien, il va aboutir à des constitutions de ce qu'on appelle des mutants. Et c'est comme ça qu'on aboutit à ces multiples possibilités. Alors, où se font ces mutations? En différents endroits de la structure du virus, soit
sur les hémagglutinines, soit sur les neuraminidase, soit sur les deux à la fois, plus des capacités également de mutation à l'intérieur même du génome pour faire synthétiser des protéines du virus qui vont être un petit peu différentes et qui vont permettre justement ces adaptations d'une espèce à une autre et ces variations qui vont permettre de donner différents mutants, donc différentes épidémies. Alors, pour être encore un peu plus précis, ces phénomènes de mutation peuvent se faire de façon lente, progressive, et c'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a une modification d'un acide aminé sur une hémagglutinine ou une neuraminidase, un phénomène qu'on appelle de glissement. Un virus qui est proche et qui va pouvoir s'étendre et provoquer une petite épidémie parce que justement la population qui en est atteinte le connaît mal. Le système immunitaire reconnaît un virus assez proche mais pas tout à fait celui-là. Et puis de temps en temps, il y a une mutation beaucoup plus importante qui se fait, donc la création d'un nouveau virus, quasiment, un nouveau virus de grippe, qui est ce qu'on appelle une cassure, et cette cassure aboutit alors à ce mutant que la population ne connaît pas, que l'homme ne reconnaît pas, que le système immunitaire n'a jamais vu, et à ce moment-là, on a un risque d'épidémie majeure, et donc éventuellement de pandémie. Et puis il peut y avoir l'aide d'un intermédiaire, avec ce qu'on appelle une recombinaison de virus, et le grand hébergeant dans ces conditions, c'est le porc. C'est-à-dire qu'un virus humain et un virus aviaire vont pouvoir se rencontrer dans une autre espèce animale, en l'occurrence le porc, et là, il y a une recombinaison, une restructuration, un échange génétique entre les deux souches virales, celle de l'homme, celle de l'oiseau, un mariage, et de là naît un enfant qui est un nouveau mutant recombiné, qui contient certaines structures venant de l'homme, d'autres de l'oiseau. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a de grands risques que le virus naissant soit adapté à l'homme. Est-ce qu'il y a des possibilités de cette mutation sans passer par le porc? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est sans doute passé lors de la pandémie de 1918, où le virus était un virus H1N1 aviaire, et il est passé de l'oiseau directement à l'homme, semble-t-il, et c'est un petit peu ce que l'on redoute avec le H5N1, qui a un certain nombre de communautés structurales avec le H1N1 de 1918. Alors comment c'est tout ça? Pourquoi on n'arrive pas à éviter cette mutation? On ne peut pas bloquer cette mutation. C'est-à-dire que probablement les mutations surviennent plus ou moins au hasard par une enzyme qui se trompe en permanence. Comme le disait François Bricaire tout à l'heure, l'enzyme se trompe et il n'y a pas d'enzyme de relecture. C'est-à-dire que le mauvais élève fait des erreurs en recopiant et il n'y a pas de maître d'école qui dise là, il y a une faute d'orthographe, il faut la corriger. Et ça, c'est un problème qui est récurrent dans la grippe, qui fait que d'année en année, le virus de toute façon mute. Tous les virus grippaux A mutent, ce qui explique pourquoi d'ailleurs le vaccin antigrippal change tous les ans. Parce que le vaccin antigrippal est basé sur les souches les plus fréquentes rencontrées l'année précédente. Mais ce qui veut dire que lorsqu'on fabrique le vaccin antigrippal, il est excellent pour la grippe de l'année précédente, mais pas pour la grippe de l'année qui vient, puisque par nature, il va y avoir des changements. Alors là, vous dites à un moment que le risque est faible dans l'immédiat, de cette mutation du virus, mais qu'il devient fort, le risque devient fort dans un avenir proche. Alors, entre immédiat et avenir proche, où est-ce que... Je ne crois pas qu'on ait... Alors, on s'est peut-être mal exprimé, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a voulu dire. On a dit que aujourd'hui, il y avait donc un virus émergent. Virus qui est connu depuis une quarantaine d'années, qui a été décrit en 1961 sur une sterne, c'est-à-dire une hirondelle de mer en Afrique du Sud, et qu'on retrouve dans un certain nombre d'endroits dans le monde, y compris d'ailleurs en baie de Somme, où il a été identifié par le professeur Hanoun il y a une vingtaine d'années chez un certain nombre de canards et d'oiseaux sauvages. Et où il était plutôt un brave virus qui faisait pas grand-chose aux oiseaux et qui était, c'était ce qu'on appelle un saprophyte, quelque chose qui fait pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas très bien, mais il s'est passé
qu'en tout cas en 1997, on a vu sortir, on sait déjà quand même que c'est un H5, comme disait François Bricaire tout à l'heure, et les épizooties, c'est-à-dire les épidémies graves des oiseaux, c'est actuellement toutes, ou quasiment toutes, des H5 ou des H7. Donc c'est quand même un H5, mais tout d'un coup il est devenu beaucoup plus méchant, et en plus il a tapé un peu l'homme. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre 1997 et aujourd'hui, ce virus a évolué. Il a évolué de plusieurs manières. Un, il est de plus en plus virulent chez les oiseaux. En particulier, il tue la sterne, chez laquelle il vivait très bien auparavant. Donc il y a une évolution. Deuxièmement, il touche d'autres espèces. Et tout le monde a entendu parler du saut sur les oiseaux migrateurs. Troisièmement, il est capable de toucher les mammifères. Et chez certains mammifères, et là il y a un point qui est très 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 inquiétant, c'est probablement d'ailleurs l'aspect le plus inquiétant, c'est que chez les félins, il attaque non seulement les félins, ce qui n'était pas le cas, par exemple le chat, normalement n'est pas atteint par les virus A, et c'est la première fois que le chat est atteint par les virus A, mais non seulement le virus atteint le chat, mais chez le chat, il est épidémique, c'est-à-dire que le chat le transmet à d'autres chats, comme des tigres le transmettent à d'autres tigres. Donc il a un saut d'espèces. Une mutation à l'intérieur du chat, ou sans besoin de muter, on ne sait pas. Non, il y a eu des expériences qui ont été faites en Hollande, qui ont été de donner à des chats élevés ensemble, on donne à la moitié des chats du poulet cru infesté, le chat le mange, tombe malade, ce qui n'était pas le cas, ce qui normalement est anormal, puisque normalement les virus A ne touchent pas les chats, et la maladie est sévère chez le chat, mais touche la totalité des chats, y compris ceux qui n'ont pas mangé de poulet contaminé. Donc ça veut dire qu'il a été transmis par les chats malades. Si ça peut se passer de chat à chat, pourquoi ça ne se passe pas d'homme à homme? On ne peut pas répondre à une question exprimée de cette façon. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette constatation rend extrêmement inquiet par rapport à d'autres mammifères, dont nous. Et ce d'autant plus que une des grandes différences entre un virus aviaire et un virus humain, c'est une des particularités de l'hémagglutinine, puisqu'on a dit que l'hémagglutinine était ce qui faisait que le virus se colle sur la membrane, et ce qui va différencier, c'est que c'est comme si on avait une clé et une serrure. Si on a la clé et la serrure humaine, on est un virus humain. Si on a la clé et la serrure aviaire, on est chez les oiseaux. Et qu'il y a une diminution de spécificité, en particulier chez les poulets, du virus. Ce qui veut dire qu'on a l'impression, et en plus on voit un certain nombre de souches virales aujourd'hui, qui ont quasiment à égalité les capacités de rentrer chez l'homme et de rentrer chez le poulet. Ça, c'est ce qu'on a identifié dans les derniers cas de maladies humaines, mortelles, en particulier en Indonésie. Donc, on a certaines souches qui sont comme ça. Est-ce que ces souches vont devenir dominantes? Ne vont pas devenir dominantes. Est-ce que, de cette capacité de toucher l'homme, elles vont pouvoir avoir la capacité de passer de l'homme à l'homme? C'est tout l'enjeu actuel, et c'est cette crainte qui est la base de toute l'interrogation qu'on a aujourd'hui sur l'éventualité d'une pandémie. La grande pandémie, c'est celle de 1918-1919 qui a touché un peu l'Europe, mais beaucoup plus le reste du monde. Parce que les estimations, par exemple en France, sont de l'ordre de 300 000 morts, quelque chose comme ça, à peu près 400 000 en Allemagne, mais les estimations en Inde, où il y avait 300 millions d'habitants, sont entre 7 et 20 millions de morts. Dans certaines populations à Tahiti, c'est 15% de la population qui est morte. Dans les Samoa occidentales, 20%. Dans certains villages inuits, c'était 50%. Et touchant 90% de la population comprise entre 15 et 40 ans. Donc, selon les populations, et ce ne sont pas les populations européennes qui ont été les plus touchées et qui ont subi les plus grandes mortalités. Ce sont dans d'autres pays. C'est pour ça que c'est une erreur de penser que ça a touché l'Europe fatiguée par la guerre.
Si on prend la Suisse qui n'a pas été fatiguée par la guerre, on a exactement le même pourcentage, c'est-à-dire 30 000 morts sur 3 300 000 habitants, donc 0,9%, c'est le même pourcentage que celui de la France. Donc la guerre, probablement, n'a pas joué un rôle autre que de rassembler des gens jeunes qui étaient ensemble et qui donc pouvaient se contaminer, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient fatigués. Lors de la grippe espagnole, premièrement, on ne savait pas que c'était une maladie virale, on croyait que c'était une maladie bactérienne. Ça ne changeait d'ailleurs rien, puisque de toute façon, on n'avait pas non plus d'antibiotiques. Donc on ne disposait d'aucun traitement efficace, préventif ou curatif. Le seul élément préventif qu'on pouvait avoir, c'était de mettre un masque, et les masques qu'on avait n'étaient pas très bons. Enfin, c'était grosso modo les seules mesures thérapeutiques qui étaient purement préventives et purement non spécifiques. Mais ça veut dire que déjà, il y avait tout de même une chose, c'était la notion d'hygiène, qui était se laver les mains et se protéger. Dans un grand nombre de pays, ces notions n'existent pas, et n'existaient encore moins. Donc, à partir du moment où on ne se protège pas, ou on ne considère même pas d'ailleurs que c'est parce que quelqu'un éternue à côté de vous que pour ça vous tombez malade. Donc, sur cette base-là, on peut avoir des transmissions dans des communautés très populeuses, qui sont extrêmement importantes, avec des mortalités très importantes, puisqu'il n'y a ni prévention ni traitement. Si effectivement l'épidémie de 18 a été quand même la plus importante, et due encore une fois à un virus aviaire transmis à l'homme, après il y a eu quelques alertes et quelques pandémies qui ont été moins importantes, et en particulier il y a eu celle de 1957, qui a fait quand même un certain nombre de dégâts en termes de mortalité dans les populations dans le monde. Puis il y a eu une autre alerte en 1968, où là aussi il y a eu un phénomène pandémique qui a été un peu moins important que celui de 1957. Et là, alors, on peut remarquer que c'est par le port que la transmission ou l'adaptation du virus s'est faite en direction de l'homme. Là, il y a eu l'intermédiaire qui a été le port et qui a constitué le chaînon pour que l'homme soit atteint. Entre la grippe de 18 et celles qui ont suivi. Il y a deux différences. Il y a d'abord une différence de sévérité, c'est-à-dire que 1918 a été beaucoup plus violent, agressif et mortel que les pandémies qui ont suivi. Et vraisemblablement, c'est en rapport avec une différence très importante de la structure des virus. On sait aujourd'hui que le virus de 1918, qui a été reconstitué très récemment, était un virus aviaire pur qui s'est humanisé, c'est-à-dire qui est arrivé à trouver tout seul sa voie pour devenir pandémique chez l'homme, alors que les virus de 1957 et 68 sont des virus dits recombinés, c'est-à-dire ce sont des mutants qui sont en fait des hybrides entre des virus de l'homme et des virus aviaires. Et vraisemblablement, ça explique le fait que la mortalité était moindre, puisqu'une grande partie du génome était déjà humain. Dans les deux cas, il est passé par le porc, et c'est un mix, un mélange entre les deux. Par exemple, celui de 1968, c'est 6 ARN humains et 2 ARN de canard, et ça a formé donc ce H3N2, qui d'ailleurs aujourd'hui est un des virus les plus fréquemment rencontrés dans la grippe normale. Pour l'anecdote, comment on a retrouvé le virus de 18 ? Alors on a retrouvé le virus de 18 par de deux manières. C'est un adatopathologiste de l'armée américaine qui a commencé par rechercher dans les prélèvements de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale s'il pouvait trouver des fragments d'ARN. Il a trouvé chez 2 soldats seulement des fragments d'ARN, et d'autre part un Norvégien, enfin un chercheur américain d'origine norvégienne, qui avait déjà essayé dans les années 50 de retrouver, de cultiver le virus à partir de prélèvements faits chez des Inuits, a été recherché à nouveau dans le même village qui s'appelait Breivik et qui avant s'appelait Taylor Mission, où justement la moitié de la population était morte de la grippe et où les cadavres avaient été enterrés dans ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire cette structure qui reste gelée en permanence. Et il a retrouvé chez une dame des fragments qui étaient utilisables. Donc à partir de ces 3 personnes mortes de la grippe de 1918, on a pu
progressivement retrouver toutes les composantes d'ARN, tous les ARN, et aujourd'hui même synthétiser le virus de 1918, ce qui fait qu'aujourd'hui on dispose, je cite, de la plus puissante bombe bactériologique actuellement existante. On est en face d'un risque majeur et depuis 18, on n'a pas rencontré d'autres risques que de cette amplitude. De cette amplitude, en tout cas, on n'avait pas les moyens. Est-ce qu'on a eu ou pas? Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas. Mais il n'y avait pas les systèmes de surveillance dans ce grand réservoir humain qui est la civilisation du riz, parce qu'on peut dire que les virus humains, c'est la civilisation du riz humide, hein, c'est-à-dire cette civilisation qui a la rizière humide, donc dans l'eau, le canard, le porc et l'homme qui vivent dans une sorte d'économie multimillénaire et dans laquelle, à partir de laquelle on pense que proviennent l'essentiel des épidémies de grippe. Donc est-ce qu'il y a eu des éléments comme ça qui ensuite sont morts parce que le virus n'a pas trouvé sa voie ou a trouvé une autre voie chez des animaux? On ne sait pas très bien, simplement on n'a pas en tout cas de connaissance de situation aussi dangereuse que la situation actuelle avec ce virus. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ce qui veut dire que dans l'histoire de la grippe, il y a une évolution qui aboutit de toute façon à des phénomènes pandémiques, à des moments que malheureusement on ne peut pas calculer, on ne peut pas prévoir. Toutes les tentatives d'ailleurs de prévision qui ont été étudiées se sont soldées par des échecs. On aurait aimé pouvoir, à partir des expériences antérieures, des connaissances que l'on a des pandémies antérieures, dire eh bien il y a une modélisation possible et on peut prévoir que tel phénomène pandémique pourra apparaître dans tant et tant de temps. Et malheureusement, ces modélisations ont toutes été des échecs. À partir du moment où ça a été découvert ou mis en place, eh bien, le virus a fait différemment. Et à partir de l'Antiquité, quelle première trace on a, quel premier témoignage on a d'une pandémie? Alors, bien qu'on ne puisse pas appeler ça une pandémie, le premier témoignage précis, remarquablement décrit, c'est la peste d'Athènes par Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce témoignage est très clinique, avec une précision exceptionnelle, tant sur les signes de la maladie proprement dite, que du point très important que sont les conséquences sociales, politiques, économiques, idéologiques, culturelles. Elle est dans votre livre, je vais juste la lire, comme ça. Alors, les sujets atteints, normaux jusque-là, ressentaient brusquement à la tête une chaleur brûlante, accompagnée de rougeur et d'inflammation des yeux. La gorge et la langue devenaient aussitôt sanguinolentes, la respiration était régulière et la laine fétide. C'étaient des éternuements avec enrouement de la voix, une toux violente. On était pris de spasmes entraînant de violentes convulsions. Les malades ressentaient intérieurement une fièvre si dévorante que les vêtements les plus légers et les plus fines étoffes de lin leur étaient insupportables. Ils tenaient à rester nus et leur plus grand désir était de se jeter dans l'eau froide. Ils étaient continuellement torturés par une agitation impossible à calmer et par le manque de sommeil. La plupart des malades étaient emportés par le feu qui les brûlait intérieurement, soit le 7e, soit le 9e jour. Quand on franchissait ce terme, dans la majorité des cas, on finissait par mourir d'épuisement. C'est quoi votre diagnostic? On n'en a pas. Pour cette maladie-là? On a parlé des gens qui ont évoqué le typhus exanthématique, d'autres des grippes malignes, mais vraiment très atypiques. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire que ça correspond à un tableau clinique identifiable de façon indiscutable. Et ce qu'on peut ajouter, et c'est ça qui est aussi remarquable dans la description de Thucydide, c'est qu'il ajoute que les sujets n'étaient pas atteints 2 fois, ou que s'ils l'étaient, c'était de façon beaucoup plus bénigne. Et c'était déjà la découverte du phénomène immunitaire de protection à l'égard d'un agent infectieux. On ne refait pas une 2e fois la maladie, ou si on la refait, sur un mode beaucoup plus bénin. En effet, le plus terrible de cette maladie, c'était l'état de dépression morale dans lequel on sombrait en s'apercevant qu'on était atteint.
tous les moyens d'action humains restaient inefficaces. Quant aux prières qu'on faisait dans les temples, aux consultations d'oracles et d'autres moyens de ce genre, tout cela n'était d'aucun secours, et comme le mal se montrait le plus fort, on cessa finalement d'y avoir recours. Au lieu de cela, on se livra plus librement à des plaisirs que l'on cachait naguère. On s'empressait de dépenser ce qu'on avait et de jouir de l'existence. On n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines. On ne faisait plus aucune différence entre la piété et l'impiété. Quant aux délits que l'on pouvait commettre, nul ne s'attendait à vivre assez longtemps pour en subir le châtiment. La seule note optimiste de ce tableau, le mal ne frappait pas 2 fois un même homme, ou du moins la rechute n'était pas mortelle. Aussi les rescapés recevaient-ils les congratulations des autres, et leur joie était sur le moment si vive qu'il leur arrivait d'espérer dans un rêve qu'ils ne succomberaient jamais à aucune autre maladie. C'est une pandémie, une peste, en fait. Oui, c'est ça. Les pestes, ce sont ces grandes pandémies, c'est-à-dire ces maladies, encore une fois, qui sont des maladies infectieuses, sévères, qui n'ont pas de traitement. Et donc qui vont frapper une grande partie de la population et qui vont tuer beaucoup de ceux qui en sont atteints. L'histoire, c'est carrément l'histoire de ces maladies. Finalement. De toute façon, l'histoire est déterminée par les conditions dans lesquelles vivent les hommes. Donc l'histoire est très fortement déterminée par les conditions sanitaires, par les conditions alimentaires, les conditions climatiques. Et les conditions sanitaires, c'est les conditions chroniques, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la malnutrition, mortalité infantile, etc. Et puis, quand une société a atteint un certain équilibre, et les sociétés sont effectivement extrêmement vulnérables aux ruptures de ces équilibres. Et dans les ruptures de ces équilibres, les maladies infectieuses brutales et imprévues jouent un rôle majeur. On enseigne l'histoire politique, on enseigne l'histoire religieuse ou artistique, l'histoire médicale. L'enseignement de l'histoire est souvent un enseignement qui dépend de la mode. Alors la mode peut être les grands hommes, la mode peut être la lutte des classes, la mode peut être le statut de la femme, la mode peut être, aujourd'hui, la mode c'est l'esclavage. Je crois qu'un vrai enseignement de l'histoire, une vraie analyse de l'histoire, devrait partir d'une hypothèse nulle, c'est-à-dire d'une absence d'a priori, et d'essayer de prendre en compte tous les éléments qui interviennent dans ce qui fait la vie d'une société, l'évolution d'une société. Voilà. Alors, c'est vrai que si on prend, par exemple, l'histoire de la conquête de l'Amérique du Sud, d'Amérique latine, disons, à la fois le Mexique et l'Amérique du Sud, il semble évident que les pandémies ont un rôle majeur dans cette conquête. À ma connaissance, personne n'a jamais expliqué ni les conditions d'apparition, ni les conditions de disparition d'aucune des grandes maladies infectieuses. Je crois que la seule différence, c'est l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'avec l'époque actuelle, l'homme a pu intervenir pour supprimer, ou en tout cas fortement limiter, plusieurs maladies infectieuses. Et là, nous sommes, avec la grippe H5N1, devant une condition historique tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on s'interroge sur l'éventualité de l'émergence d'une maladie qui, jusqu'ici, n'existe pas. Donc nous sommes là devant quelque chose de tout à fait nouveau. Mais pour le passé, nous n'avons pas, il n'y a pas d'explication. S'il n'y a pas d'explication formelle, il y a toujours des tentatives, des hypothèses d'explication. Et on expliquait tout à l'heure qu'on est inégaux les uns et les autres devant la maladie. À partir du moment où un agent infectieux frappe une population, il commence à décimer parmi les plus fragiles, et puis au bout d'un certain temps,
il y a une immunité de la population qui se met en place, il y a un certain degré de protection, il y a peut-être aussi des modifications de l'agent infectieux lui-même qui aboutissent à ce que finalement l'agent infectieux n'arrive plus à trouver l'alimentation nécessaire à sa survie et à son extension. Et c'est comme ça qu'un phénomène épidémique peut vraisemblablement se freiner, voire s'arrêter. Et c'est d'ailleurs en extrapolant qu'on peut dire que quand on protège avec la vaccination un certain degré d'une population, on empêche l'émergence d'un phénomène épidémique. Je veux dire par là qu'il n'est pas nécessaire de vacciner 100% d'une population pour éviter un phénomène épidémique. Quand on en a protégé vraisemblablement à peu près 70%, eh bien on peut considérer qu'il n'y aura pas le phénomène épidémique. Le fait aujourd'hui de reconstituer le virus de la grippe espagnole et de voir que ce virus, par exemple, sur la souris, est absolument terrifiant, est un tueur terrifiant, ne nous dit pas pourquoi le virus de la grippe espagnole a frappé en 1918-1919 en 3 fois, puis vraisemblablement 20 et 21, si on prend l'exemple suisse, de toute petite façon, puis a disparu ou s'est humanisé, mais donc c'est modifié. Parce que l'élément très important, c'est certes effectivement de dire, bah oui, certains l'ont, certains ne l'ont pas, certains vivent, certains meurent, et puis peut-être que le virus bouge ou que le microbe bouge. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que sont réellement les raisons pour lesquelles ces différences surviennent. Et je crois qu'il y a là, et là je crois que c'est vraiment là l'élément important de la modernité concernant les maladies pandémiques. Et je crois qu'en ce qui concerne l'éventualité d'une pandémie H5N1, c'est vraiment le cœur même du problème, c'est-à-dire identifier les éléments précis qui font que tel virus peut ou ne peut pas être pandémique, qu'il peut toucher tel ou tel, qu'on peut le limiter de telle et telle manière, qu'on peut peut-être lutter contre lui. Je crois que c'est vraiment les questions brûlantes d'aujourd'hui. Alors, il y a quand même une chose que les pandémies, enfin les pestes de l'Antiquité nous apprennent, c'est surtout sur le mode de fonctionnement de la société, comment l'homme réagit à ces fléaux-là. L'arrivée d'une pandémie, encore une fois, si on est devant un mal que l'on peut conjurer, ça ne pose pas de problème majeur. Mais le problème d'une pandémie, c'est justement l'arrivée d'un mal qui se transmet et contre lequel on n'a pas de moyens réels de lutter. Et ça, les risques sociaux dans nos sociétés, où l'essence de la solidarité, l'essence de l'idée que la vie a une signification, se sont tellement estompés, je crois qu'au contraire, les risques sont au moins aussi grand qu'auparavant. L'exemple du VIH a été quand même récemment encore l'occasion de stigmatiser un certain nombre de populations qui ont été qualifiées ayant des comportements à risque pour une maladie qui est certes sexuellement transmissible, mais qui est née dans une zone géographique où elle a été transmise par voie sexuelle dans des populations où ce n'était pas spécialement homosexuel. C'est parce qu'il y a eu... Et il a fallu stigmatiser les populations. Et donc, c'est pas vieux. Et c'est toujours existant. Et encore, nous avons de la chance que cette maladie arrive à un moment où on a pu, grâce au progrès de la connaissance scientifique, identifier le virus, identifier la manière dont il se transmettait, trouver des médicaments qui, certes, ne guérissent pas, mais qui, au moins, permettent de vivre, donc qui font qu'on n'a pas cette espèce de gros monstre qui était en train de se constituer. Et on n'aurait pas mis ça en évidence, ça se serait passé il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça aurait été horrible, hein, mais on peut tout aussi imaginer une maladie qui arrive, qui soit brutale, et qui déstabilise complètement des sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés qui, du fait du rôle de l'irréel dans la société, qui est tellement important, qui puisse entraîner des bascules idéologiques absolument Donc on très va dire importantes. que si la guerre de 14-18 n'a pas favorisé le développement de la pandémie,
il a peut-être quand même empêché des phénomènes de victimisation, parce qu'arrivant après une grande catastrophe... parce qu'il est arrivé juste à la fin de cette catastrophe. Et que, comme c'était décrit, on avait des convois mortuaires de dizaines et de dizaines de jeunes qui mouraient pendant que les cloches sonnaient l'allégresse, parce que c'était la fin de l'horreur de la guerre. Donc, vraisemblablement la guerre, et du fait aussi que la société était militarisée. C'est-à-dire que si vous avez une pandémie qui survient alors que tout le monde est en armes, c'est jamais qu'une autre guerre dans la guerre. Et donc ça veut dire que, à la limite, ça change un petit peu la stratégie militaire, mais la société est déjà militarisée. Et je crois qu'un des points importants des pandémies, je crois que c'est un élément fondamental, c'est que la logique des pandémies, indépendamment de l'aspect strictement médical, c'est une logique de guerre civile et c'est une logique de guerre entre les sociétés. Ça veut donc dire que si vous arrivez avec une maladie épidémique qui touche des soldats, eh bien c'est une guerre en plus dans la guerre. Alors ça peut exterminer d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'Antiquité, des armées entières. Hein, et après tout, l'empereur Marc Aurèle est mort de la, entre guillemets, peste de l'époque. Hein. Dans l'histoire, comment ces grandes épidémies ont influé de façon majeure? Si on prend par exemple la peste de Justinien, c'est-à-dire la vraie peste bubonique, première description réelle de ce que nous on appelle aujourd'hui la peste, maladie pesteuse, on a un empereur qui est en train de reconquérir ce qui avait été l'Empire romain et qui voit tout d'un coup ses forces décimées par la peste. Et ensuite cette peste va continuer, revenir par vagues, et fragiliser de manière très 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 considérable aussi bien l'Empire byzantin que l'Empire perse, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'islam fait sa percée, justement profitant de la faiblesse induite par la maladie de ces deux empires. D'ailleurs, un célèbre théologien musulman disait que la peste était une bénédiction pour les musulmans, puisque ça en faisait des martyrs, et que c'était une malédiction pour les non-musulmans, puisque ça les frappait de l'infamie. Et c'est très important, parce que c'est très important de voir que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont oscillé entre des conceptions opposées. Et que pour arriver à en donner la preuve, il faut l'outil. L'outil, c'est d'abord, certes, le microscope, hein, mais c'est aussi le fait de montrer que des organismes puissent rentrer dans un autre organisme et causer une maladie. Et donc c'est Pasteur, c'est l'ère pasteurienne. Donc c'est le milieu du 19e siècle. C'est pas ancien, c'est récent. Puisqu'on est dans l'histoire, et là c'est des reproductions du Moyen-Âge, ça? Non, c'est pas le Moyen-Âge, ça c'est du 18e siècle. Pardon, hein. D'accord. Mais au Moyen-Âge, on avait déjà des corporations qui étaient déjà revêtues de protection. Ce qui est intéressant sur ce dessin, c'est qu'on a exactement les mêmes moyens de protection qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des cagoules, des masques, des gants, de longues robes de protection, et qu'il y a en plus un grand nez. Hein, ce grand nez qui a donné ensuite les personnages de la comédie italienne. Et ce grand nez est particulier, puisque ce grand nez, qui a l'air ridicule comme ça, est en fait un concept. Le concept, c'est que la maladie infectieuse n'est pas transmise par des micro-organismes, comme on le dirait aujourd'hui, la contagion, mais est transmise par une corruption de l'air. L'air est corrompu, donc face à la corruption de l'air, on va lutter par un ensemble de moyens, dont les parfums qui vont être mis dans le grand nez. Et le grand nez est donc un moyen de protection. C'était quoi ces parfums? Il y a de multiples recettes qui sont d'autant plus multiples qu'évidemment, elles n'avaient aucune chance de marcher.
Et le médecin du lazaret, donc de l'endroit où on regroupe les malades infectés, a également des fumigations qui sont également faites pour purifier l'air. Cette conception, une conception très ancienne, puisque c'est une conception qui remonte au début de la médecine, c'est-à-dire à Hippocrate. Donc, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, celui-ci n'a plus de protection sur le nez. Alors, probablement, comme il y a 100 ans d'écart entre les deux, il a dû faire l'analyse que c'était inefficace. Aujourd'hui, on en est au masque. Aujourd'hui, on a toutes les mêmes choses. Simplement, au lieu d'avoir... C'est tout pareil. Et je crois que la seule différence, et elle est très, très intéressante, c'est que, au lieu d'avoir un grand nez avec du parfum qui protège, on a un masque qui a des particularités de pénétration, de taille de micro-organismes. Et en ce qui concerne la grippe, donc les masques de référence sont les masques dits FFP2 qui arrêtent 94% des particules virales. Qu'est-ce que ça veut dire FFP2? Je ne sais pas. J'ai oublié aussi. Aujourd'hui, on a une maladie qui est la maladie des oiseaux. Donc c'est une maladie qui est en expansion, qui aujourd'hui n'est plus éradicable, selon toute vraisemblance, et qui est installée pour durer. Alors ce que l'on voit comme expansion, c'est une expansion, comme on a dit tout à l'heure, du nombre d'espèces, mais aussi une expansion géographique. Et depuis fin avril 2005, où tout d'un coup elle est apparue dans le lac Qinghua, dans le nord de la Chine, qui est un grand endroit de rassemblement des oiseaux migrateurs. On a eu ensuite le phénomène qui a été fortement médiatisé, de déplacement des endroits où elle sévit, qui n'est plus maintenant simplement le sud-est asiatique, c'est-à-dire la Chine, la péninsule indo-chinoise, plus quelques pays adjacents, mais elle est allée dans la Chine du Nord, elle est allée en Sibérie, en Russie, elle est passée en Crimée, donc en Ukraine, en Roumanie, en Croatie, en Turquie et en Grèce. Donc on a aujourd'hui une ère dans laquelle le virus peut vivre dans des niches écologiques différentes, qui est tout à fait augmentée par rapport à l'année dernière, simplement. Et la question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si des virus sains, des porteurs sains de virus vont transporter en Afrique ce virus. On ne sait pas si ça va se passer. Si ça se passe, on aura à nouveau quelque chose d'absolument inquiétant, puisque ça se ferait dans des endroits où il n'y a, grosso modo, aucune surveillance sanitaire d'aucune sorte, et en tout cas, aucune surveillance du point de vue vétérinaire. Alors, moi je vais poser une question sur la peur, parce qu'on m'a reproché beaucoup au livre son titre effrayant, en disant que vous vouliez faire peur, etc. C'est une arme à double tranchant, mais la question est de savoir ce dont on parle. Si on voit un enfant en train de jouer avec des allumettes devant un bidon d'essence, on n'a pas la même réactivité que si on le voit en train de piquer un chocolat dans une boîte. L'arrivée d'une pandémie, effectivement, ce n'est pas l'arrivée de la grippe, c'est l'arrivée d'une peste qui s'appelle grippe. Et dans l'imaginaire, le mot grippe, c'est synonyme de grog, à la limite, 3 jours sans aller au travail, à regarder la télévision. Hein. Donc, dans l'imaginaire, prendre en compte le fait que la grippe, occasionnellement, peut se comporter comme une peste, n'est pas quelque chose de simple. Alors, effectivement, on aurait pu ne pas mettre ça, on peut toujours discuter. Mais l'enjeu est bien celui-là. L'enjeu est de savoir si une maladie est susceptible de tuer des centaines de milliers de personnes en très peu de temps. Alors,
nous, on a mis 500 000 morts. Bon, très bien. La revue Nature, le 26 mai 2005, fait de la science-fiction et raconte qu'en 11 jours, il y a eu 50 000 morts à Paris. Donc, la région parisienne, 50 000 morts, ça ferait 300 000 en France. En juste 15 jours, c'est juste une seule poussée. Ce qui veut dire que si on en croit la revue Nature, c'est pas 300 000, mais probablement 1 million de morts qu'il y aurait en France, puisque la deuxième poussée est généralement le double. Donc nous, quand on joue sur la peur, entre guillemets, notre objectif est de dire, voilà quelque chose qui fait peur. Et si on n'a pas peur de l'arrivée d'une pandémie, alors là, c'est vraiment grave. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on doit paniquer. Ça veut dire que si on a peur de quelque chose, qu'on ne pourra pas maîtriser totalement, mais dont on peut espérer diminuer par un facteur 10, 20, 30, 40 la mortalité, il y a un enjeu de société considérable et majeur. Et nous ne pouvons pas ne pas essayer de faire prendre conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, d'une grippette, mais effectivement de la forme grippale d'une peste. Aujourd'hui, il faut bien dire que le problème est une maladie vétérinaire. Quand on annonce l'arrivée de ceci, de cela, c'est une maladie des oiseaux. Et ce qui nous inquiète, nous, n'est pas la maladie des oiseaux, même si c'est un problème qui nous intéresse, mais ce n'est pas comme médecin. Comme médecin, ce qui nous inquiète, c'est non pas la maladie des oiseaux, mais la variation du virus qui ferait que de virus des oiseaux, ils deviennent virus des hommes. Alors, à quoi ressemblerait, espérons-le, cette maladie? Je veux dire, si je l'attrape, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce que l'on voit actuellement, c'est une maladie qui existe chez l'homme, mais qui a touché, encore une fois, officiellement un peu plus de 100 personnes, entre 100 et 150 personnes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, eh bien, une grippe maligne. Ce que l'on connaît déjà de manière historique dans les descriptions de la grippe espagnole, ce que l'on connaît dans certains cas des pandémies de 57 et 68, et très occasionnellement et rarement dans les maladies, dans les épidémies annuelles. C'est-à-dire une maladie qui peut être soit une maladie mortelle par localisation cérébrale, ça donne une encéphalite mortelle, soit une maladie mortelle par complications respiratoires, que ce soit une maladie virale respiratoire ou par des complications microbiennes secondaires. Voilà, ce sont les deux principales localisations et les principaux signes, on peut avoir aussi des signes digestifs, mais les deux principaux signes des grippes malignes. Alors ça ne veut pas dire que toutes les grippes causées par ce virus sont malignes, mais on a tout de même actuellement sur les cas recensés une mortalité de 51%. Mais oui, c'est ça, c'est la grippe actuelle, aviaire actuelle transmise chez l'homme. Maintenant, la question que vous posiez était de savoir ce qui pourrait vous arriver si le virus mutait et devenait humanisé. Si qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir de la fièvre? Comment ça va se passer? Et quel... Alors là, pour répondre, il y a un premier élément, c'est de dire on ne sait pas exactement quelles seront les caractéristiques du virus mutant. On peut imaginer, et d'ailleurs je pense qu'il faut l'imaginer comme tel, c'est qu'on ait affaire à un mutant qui soit agressif en termes de virulence, qui soit agressif en termes d'extension et de capacité d'atteindre une population. Ça c'est, je dirais, le devoir de nos politiques pour se protéger au mieux. Mais ça n'est pas du tout une obligation. On peut avoir affaire aussi à un mutant qui aura perdu de la virulence, qui aura perdu de la capacité d'extension et qui finalement soit responsable d'un phénomène épidémique moindre et avec une atteinte clinique beaucoup moins importante. Alors, ce qui est de toute façon très vraisemblable, c'est qu'on assiste à une perte de virulence. C'est un phénomène habituel en virologie. Un virus qui mute perd le plus souvent de la virulence. Il ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Ce qu'il fait en adaptation vis-à-vis d'une espèce, il le perd en capacité de virulence. Et cette virulence que Jean-Philippe de Rennes évoque de 50%,
dans ce qui est actuellement repéré sera très certainement inférieur, pour revenir à des chiffres que l'on a déjà observés, même au cours de l'épidémie de 18, c'était pas du tout un coefficient de mortalité, un pourcentage élevé. Ça, c'est la première chose. Sinon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des tableaux de grippe tels qu'on les connaît habituellement, de la simple grippe banale qui, en quelques jours, devrait aboutir à la guérison, aux formes les plus importantes, qui peuvent être les formes compliquées de surinfection surtout, mais aussi les formes graves, dites malignes, qui conduisent en réanimation. Alors, est-ce qu'on a les moyens maintenant de bloquer cette épidémie? Est-ce qu'on sera prévenu à temps? Comment ça va se passer si ça se passe? Alors, il y a plusieurs questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on va être prévenu? Ça, je pense que oui. Parce que les moyens de surveillance sont globalement des moyens assez satisfaisants, en dehors de certaines zones géographiques où là, on est moins bien, comme en Afrique, effectivement. Mais on a toute raison de penser quand même que le phénomène naîtra en Asie du Sud-Est. C'est globalement le plus souvent là que les choses se passent. C'est là, comme Jean-Philippe de Rennes le disait, qu'il y a le complexe à la fois homme-animal très proche, canard, porc et homme. Donc c'est là que le phénomène de mutation a le plus de chances d'apparaître, ou de malchance d'apparaître. Ça, on sera prévenu. Maintenant, à partir de là, comment va se faire l'extension épidémique? Ça devient déjà beaucoup plus difficile de le prévoir. Certains disent, avec les moyens modernes, ça se fera extrêmement rapidement. Il suffira d'un Boeing ou d'un Airbus qui transportera un sujet ou plusieurs sujets malades pour que ça arrive du jour au lendemain de Singapour à Paris. Et puis, il y a ceux qui pensent que ça se fera de façon plus lente par des phénomènes de transmission plus de proche en proche, disons par voie terrestre, comme ça s'est passé dans des épidémies antérieures. Puis entre les deux, vous pouvez tout imaginer. Donc là, je crois qu'il faut être prudent, mais là encore, de devoir se préparer comme si ça devait se transférer très vite d'une zone géographique à une autre. Je crois qu'il faut bien séparer plusieurs étapes. Premièrement, lutter contre la pandémie lorsqu'elle commence, c'est-à-dire à son origine, c'est-à-dire lutter sur le site de mutation du virus. Ensuite, si on n'y arrive pas, lutter lors de l'arrivée initiale du virus dans notre société. Et ensuite, s'il y a une pandémie, comment organiser les choses? Car ce sont des moyens qui sont évidemment très différents. Alors, lutter contre l'émergence d'une pandémie, ça veut dire, repérer que dans un endroit, il y a des cas qui sont transmis d'homme à homme et d'une façon importante. Ce qui veut dire avoir les moyens d'intervenir à la fois par des moyens médicaux et des moyens sociaux. Les moyens médicaux, ça consiste à administrer de manière thérapeutique et préventive un antiviral. Concrètement, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, on ne dispose pour cela que de 2 antiviraux, qui sont le Tamiflu et le Relenza. Donc de les administrer à la fois aux malades et à tous ceux qui sont au contact avec les malades. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de restreindre les mouvements de population, voire quadriller complètement, comme on faisait autrefois au temps de la peste, c'est-à-dire quadriller un secteur et empêcher les gens de bouger hors de ce secteur. Ce qui immédiatement met en cause 2 choses, qui sont 1, le niveau de conscience que les gens ont de l'importance de la maladie, ce n'est pas le cas chez tout le monde, et 2, la structure économique, sociale et politique des pays. Supposons que l'émergence se fasse en Thaïlande, en pays thaï, on n'aura pas les mêmes résultats que si ça se passe en Thaïlande, en pays musulman, à cause des problèmes politiques qui se passent. Si ça se passe en Chine, où tout est obscur, on ne sait pas ce qui se passerait. Si ça se passe chez les Karen de Birmanie, où il n'y a pas d'État qui s'oppose, on peut s'attendre au pire. Donc ça veut dire qu'on a là des scénarios qui vont être extrêmement divers en fonction du lieu éventuel
d'émergence de ce virus. Deuxièmement, si ce virus est tué, c'est-à-dire si on arrive à empêcher cette émergence, rien ne nous dit qu'il ne va pas y avoir une émergence dans un autre endroit. Donc on est actuellement devant la problématique, une problématique d'incertitude, puisqu'on sait une chose, c'est que dans l'évolution des différentes souches virales, puisque le virus lui-même bouge, et il bouge en permanence, comme tous les autres virus, on a des souches qui sont plus agressives que d'autres. Par exemple, la souche dite Z est beaucoup plus agressive, c'est celle qu'on a en Indochine, dans l'ancienne Indochine, que la souche dite V, qui est au Japon et en Corée. La première a tué des hommes, la deuxième n'en a pas touché. Donc, et dans la souche Z, il y a des différents clones qui sont différents, etc., et qui sont plus ou moins agressifs, plus ou moins grands. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, on est devant une incertitude, mais même si on arrivait à bloquer la survenue d'une pandémie à un endroit, rien ne dit qu'elle ne va pas redémarrer dans un autre endroit plus tard. Néanmoins, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il est important qu'une structure comme l'OMS dispose de la logistique suffisante, à la fois humaine et à la fois en termes de médicaments. Ça veut dire aussi qu'il y a un problème de coopération avec les États, mais ça veut dire aussi que les États représentent pour les populations concernées quelque chose de protecteur, et ce n'est pas obligatoirement évident. Donc voilà, on est déjà sur l'émergence, les difficultés face auxquelles on est confronté. Et l'étape suivante, c'est l'arrivée. Alors après ça, il y a le stade de pandémie. Alors là, c'est toute une organisation de la société qui est, alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus important et où là, le politique est déterminant. Alors, avant l'organisation générale de la société, dans la version médicale de la protection, c'est quoi? Il faut savoir de quoi on parle. On a l'arrivée initiale de la pandémie. On a ensuite, comme vous savez, les pandémies souvent frappent 2 fois, voire 3. Et c'est séparé d'un certain nombre de mois. Quels sont les moyens dont on dispose contre un virus? Le premier moyen, le plus important, c'est le vaccin. Par nature, on ne peut pas disposer d'un vaccin contre un virus avant que ce virus n'existe. Donc, à partir du moment où le virus va apparaître, il va y avoir un certain temps, premièrement pour identifier sa structure, deuxièmement pour fabriquer le vaccin, troisièmement pour injecter le vaccin, et si c'est un virus vraiment nouveau, ça veut dire qu'il faudra 2 injections, et non pas une seule, séparées par 1 mois. Et ensuite, il faut à peu près 3 semaines pour que l'immunité soit efficace. Ça nous fait entendre, si on est dans la temporalité actuelle, 1 mois pour identifier le virus, 6 mois pour fabriquer le vaccin, 1 mois de plus pour vacciner la 2e fois, et 3 semaines. On est à 8 mois, 3 semaines. Ça veut dire que tout ce qui peut permettre de retarder l'apparition de la pandémie et du virus est très important, puisque ça permet de donner du temps pour fabriquer du vaccin. Bon, donc ça veut dire ça que si la première atteinte de la pandémie survient moins de 8 mois, 3/4 avant le départ, eh bien, il n'y a pas de vaccin possible. Alors, avec des changements de régulation, on peut peut-être diminuer de 2 mois, mais on a tout de même 6 mois et 3 semaines incompressibles. L'expansion d'une pandémie prend une forme qui est particulière, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a très peu de gens qui sont malades. Puis tout d'un coup, ça explose, et ça prend à peu près 1 mois pour exploser. Donc, si on arrive à limiter dans un certain nombre d'endroits, on arrive peut-être à gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Idéalement, plus que ça. Comment on administre en donnant des médicaments et en limitant les déplacements de population. Quels médicaments on donne? Alors, ce sont des médicaments antiviraux, donc ils sont contre le virus de la grippe. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne dispose que d'une seule catégorie de médicaments antiviraux, c'est les inhibiteurs de la neuraminidase, donc ceux qui sont contre le N du virus, le N1, là, en particulier. Ce qui se passe, c'est que les virions, donc les nouveaux virus, au lieu de partir,
ne peuvent plus partir et comme se collent les uns contre les autres et qu'ils meurent. Ils sont neutralisés et ils meurent. Hein, donc, ce sont ça, c'est le travail du Tamiflu. C'est le travail des antineuraminases, c'est-à-dire le Tamiflu qui est le plus connu et le Relenza. Hein. Donc c'est leur travail, effectivement. Et donc ces médicaments vont être efficaces soit en prévention, soit en curatif. C'est-à-dire que le Tamiflu est efficace, puisque c'est celui dont on dispose aujourd'hui. Il est efficace au cours des 48 premières heures après le début des symptômes, mais en fait essentiellement dans les 12 premières heures après le début des symptômes. Ce qui veut dire qu'en fait il est beaucoup plus efficace probablement en préventif lorsqu'on est dans la phase qui précède l'apparition des symptômes, c'est-à-dire la phase, on a dit, où on avait le virus qui se multipliait dans l'organisme sans donner encore de signes cliniques. C'est probablement là où il est le plus efficace. Donc les moyens médicaux, c'est donc, premièrement, le vaccin. Ça veut dire que le vaccin, lors de la première poussée, vraisemblablement, on n'en aura pas, selon toute vraisemblance. Mais il est important qu'on puisse en avoir pour la deuxième poussée de la maladie, car l'expérience des pandémies montre que c'est généralement la deuxième poussée qui est la plus sévère. Donc là, il y a un problème important d'avoir identifié le virus, d'avoir fabriqué un bon vaccin, et que le vaccin soit en quantité suffisante pour la population. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, ce sont les antiviraux, donc concrètement, le Tamiflu et le Relenza. Mais les troisièmes moyens, qui sont aussi très importants, c'est les moyens d'éviction, c'est-à-dire, un, de se laver les mains, et deux, surtout, de porter des masques de protection en cas de besoin. Et encore une fois, ce sont des masques particuliers, en tout cas pour ceux qui sont exposés au virus, qui s'appellent FFP2, qui sont des masques qui ont des particularités de stopper 94% des particules virales. Maintenant, sur l'organisation sociale face au fléau. Alors, la question est de savoir, ensuite, si la pandémie survient, qu'est-ce qu'on fait des moyens ? Alors là, il y a des problèmes de stratégie qui, actuellement, ne sont pas complètement clairs. Parce qu'il est bien évident que doivent être protégés, au fond, on a deux objectifs et deux problèmes. Un, soigner les malades, et deux, limiter la diffusion de la maladie. Protéger les autres. Voilà, et donc protéger. Alors, pour soigner les malades, il faut des soignants. Et donc, la première des choses, c'est de protéger les soignants. Parce que si on ne protège pas les soignants, il n'y a plus de soignants. Et évidemment, la maladie est beaucoup plus sévère. Deuxièmement, pour limiter la diffusion de la maladie, il faut limiter les circonstances dans lesquelles la maladie se propage. Puisque la maladie se propage par la salive, par les petites gouttelettes de salive qui sont émises en particulier dans la toux, il est évident que la maladie va se reproduire prioritairement dans les lieux de rassemblement. Ces lieux de rassemblement, ben c'est tous les lieux, on pourrait dire, de loisirs, collectifs. De travail aussi. De loisirs collectifs, c'est là où les gens sont les plus proches les uns des autres. Dans une boîte de nuit, les gens sont extrêmement proches les uns des autres. Sur un stade, les spectateurs sont côte à côte. Ce sont les transports en commun. Et ce sont essentiellement aussi les crèches, les écoles, les facultés. Donc, il va y avoir une première série de mesures à prendre qui seront de fermer, au moins temporairement, ces différentes sources de contamination. Il faut fermer les écoles, les crèches, est-ce que c'est alors, fermer les boîtes de nuit, c'est pas dramatique. Faire que les matchs de football aient lieu avec uniquement les joueurs et pas de spectateurs et que les gens regardent à la télévision, bon, c'est pas non plus dramatique. Ça pose d'autres problèmes en ce qui concerne les transports en commun, en particulier dans les grandes villes comme Paris, où on a beaucoup restreint la place de la voiture, et surtout où les possibilités de circulation alternative aux transports en commun sont très fortement limitées et très difficiles. Et puis ensuite, la fermeture des crèches et des écoles pose la question évidente, qui va garder les enfants? Et en particulier, si on prend les soignants, est-ce que les infirmières vont rester à domicile garder leurs enfants,
ou est-ce qu'elles vont aller travailler pour s'occuper des malades? Donc ça veut dire que tout cela doit être pensé de manière très précise et très concrète, bien en amont. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pensé? C'est en cours. C'est en cours. Ce n'est pas fini. Donc C'est clair qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que nous sommes prêts. Mais c'est vrai que, et je crois que notre livre a joué un rôle très important là-dedans, justement des discussions ont lieu et vont avoir lieu sur toute cette organisation sociale qui est au moins aussi importante que la partie strictement médicale. C'est aussi valable pour des gestions de distribution de médicaments. C'est bien d'avoir du Tamiflu. Si on en a suffisamment, ce qui n'est pas du tout évident, eh bien, comment le gérer, comment le distribuer dans des conditions correctes, de sécurité, sur un produit qui, rare, deviendra automatiquement précieux. Donc avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, de tentatives de vol, etc. Comment faire en sorte que quelqu'un qui doit être protégé par du Tamiflu prenne bien son Tamiflu, n'ait pas la tentation ni de le revendre, ni même de façon beaucoup plus altruiste de le distribuer à sa famille, ce qui est tout à fait logique. Vous voyez toutes les difficultés qui émergent. Quand ça arrivera, ça sera trop tard, si on n'est pas prêt. Et pour être prêt, il faut déjà l'imaginer comme un fléau certain, pour faire admettre aux populations l'exercice qui est de se préparer. Oui. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre. Et pour laquelle nous avons décrit de manière assez précise les conséquences, encore une fois, non seulement médicales, mais sociales, économiques, politiques, idéologiques, de l'arrivée d'une pandémie grippale sur notre société, de façon à ce qu'on ne puisse pas éluder la prise en compte de tous ces éléments. Et notre démarche, d'ailleurs, a été une démarche, je dirais, un peu inverse de la démarche planificatrice, puisque nous sommes partis, nous, d'une idéologie qu'on dirait sécuritaire. Alors l'idéologie sécuritaire, aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse pour de multiples raisons, à mon avis mauvaise, mais l'idéologie sécuritaire, c'est simplement ce qui anime, par exemple, la SNCF ou Air France. C'est-à-dire d'assurer d'abord et prioritairement la sécurité de leurs passagers. Donc là, il y a toute une série de questions que nous avons posées, pour lesquelles nous n'avons pas voulu dire « nous avons les solutions ». Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas deux professeurs de médecine qui vont trouver toutes les solutions de la société. Par contre, nous, notre légitimité, qui n'est pas celle de virologue, mais qui est celle d'être, à nous deux, une des deux têtes de pont, des bastions d'avant-garde, en cas d'arrivée de pandémie, en cas d'arrivée de maladie infectieuse, à la Salpêtrière, c'est son service et le mien. Et il y en a deux à Paris, l'autre hôpital est en Bichat. Donc notre légitimité, c'est d'être des acteurs de premier plan en cas de problème infectieux. Et notre problématique était très simple, c'est 1. Soigner les malades, et 2. Protéger nos personnels. Donc c'est aussi notre responsabilité d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur tous les problèmes qui sont posés. Vous aurez aussi une responsabilité au moment où ça arrivera. Est-ce que vous serez les généraux de cette guerre ou est-ce que vous garderez bien d'être ça, justement, et de laisser ça aux politiques? Je veux dire, qu'est-ce qui va faire, qui va procéder à ces choix éthiques déchirants qui consistera à dire on protège les enfants, on n'a pas le moyen de protéger les enfants, on protège ceci, on protège telle région, telle... C'est actuellement, à la population de prendre conscience de l'enjeu et de ne pas faire la politique de l'autruche. 2, au pouvoir public, de consulter, de discuter, etc., pour faire avancer les plans, les programmations qui sont possibles. Nous n'avons pas comme ambition d'être les généraux de cette bataille. Ce n'est pas notre rôle. Nous serons, nous, présents dans un certain domaine, mais ce n'est pas notre rôle. Nous ne voulons pas nous substituer, ni d'ailleurs aux ministres, ni aux députés, mais ni à toutes les forces qui doivent intervenir, que ce soit les syndicats, les différentes associations, etc., le patronat aussi, parce qu'il faut savoir, par exemple,
qu'est-ce qu'il deviendra de la vie économique en période pandémique? Il est évident que si on arrête toute l'activité économique, il n'y aura rien. Il faut aussi nourrir les gens, il faut les chauffer si ça se passe l'hiver, il faut réparer les fuites de gaz, il faut, etc., et enlever les ordures. Enfin, il y a quand même toute une série de choses qui sont très importantes. Et puis, une société qui arrêterait de fonctionner pour uniquement se protéger, il risquerait fort d'être tout d'un coup complètement incapable de résister à la puissance économique de pays qui seraient beaucoup moins intéressés à la sauvegarde de la vie humaine. Donc il y a comme ça de nombreux problèmes qui doivent être débattus avant la survenue de la pandémie. Donc notre propos n'est pas du tout un propos alarmiste, il est un propos qui est effectivement, entre guillemets, de faire peur, c'est-à-dire de dire, attention, on parle de choses sérieuses. On n'est pas en train de s'amuser à des petites choses, on ne parle pas de 3 corps aux pieds, on parle de quelque chose qui pourrait tuer des centaines de milliers de personnes. Comment faire pour que, 1, cela n'arrive pas, 2, on protège le maximum de gens, 3, on garde notre âme, c'est-à-dire que ça interpelle le fonctionnement démocratique d'une démocratie. Et 4, que nous ne soyons pas non plus des égoïstes franco-français purement hexagonaux, mais que nous nous rendions compte que l'essentiel des morts ne sera pas chez nous, comme pendant la grippe espagnole, il sera dans les pays les plus pauvres. Et si nous n'avons pas une politique résolument d'intervention pour aider ces pays, cela d'abord entraînera des catastrophes humanitaires, mais en plus, avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, ça entraînera sur le moyen et le long terme des problèmes politiques absolument majeurs. Et donc il y a là aussi une réflexion très importante à avoir, et je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'engagement réel de notre société, de l'engagement réel des forces politiques en ce sens. Ça veut dire aussi de savoir si nous sommes vraiment ou pas une démocratie. Est-ce que c'est un défi, un nouveau défi à l'humanité, comme les autres pestes Si on ne considère pas comme défi de l'humanité le fait de s'interroger sur quelque chose qui peut tuer, alors nous n'avons évidemment pas d'opinion, mais selon les experts du virus, entre 4 et 400 millions de personnes dans le monde, alors là on se demande ce que c'est qu'un enjeu idéologique, politique dans le monde. Parce que si la vie des gens n'est pas la première des considérations du politique, alors c'est qu'on n'est pas dans une démocratie. Hein. Alors on imagine que cette peste est passée, cette pandémie s'est réglée. Qu'est-ce qui reste? Il reste une mémoire de ce qu'on aura fait. Une mémoire de ce qu'on aura fait. On est face à... Vous savez, nous avons une société qui est dans le doute. C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein, ça fait presque un siècle maintenant que la France est dans une série de doutes et que son rôle a été progressivement modifié, que toutes les certitudes se sont effritées. La langue française et la culture française étaient dominantes. Aujourd'hui, elles sont devenues marginales. La France avait un grand empire colonial. Aujourd'hui, non seulement elle ne l'a plus, mais on lui reproche de l'avoir eu, etc., etc. Les valeurs qui étaient antérieurement de religion, de travail, etc., aujourd'hui sont devenues des non-valeurs ou des anti-valeurs pour beaucoup de gens. Et en échange, il n'y a pas grand-chose. Il y a plutôt une espèce de grand flou et de grande incertitude. S'il y a l'arrivée d'un malheur, et il ne faut pas le souhaiter, hein, moi je ne le souhaite pas, bien entendu, notre propos n'est pas de le souhaiter, hein, mais s'il y a un danger, alors qu'on voit par ailleurs d'innombrables manifestations d'envie de participer à telle ONG, à telle action, à telle bienfaisance, etc., ça peut être la source du meilleur comme la source du pire. C'est-à-dire que si l'expérience est faite d'une solidarité, que cette solidarité permette de limiter considérablement les dégâts, si on fait l'expérience que d'aller aider des gens qui n'ont pas les moyens permet dans ces pays de diminuer également considérablement les pertes,
ce sera une expérience formidable, pas tellement pour notre génération, mais pour les générations les plus jeunes. Si au contraire c'est le chacun pour soi, eh ben ça sera tout simplement un désastre.